Certains disent que le véritable amour, c'est à propos des moments heureux. J'ai appris que c'est rester quand chaque fibre de votre être vous dit de fuir. Je m'appelle Marguerite Wilson, j'ai 78 ans maintenant. Vivant dans cette petite maison à Vannes, Bretagne, la même maison où j'ai découvert la vérité sur mon mariage, il y a 53 ans, la même maison où j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Vous voyez cet anneau, il est usé maintenant, tout comme mes mains, mais je ne l'ai jamais enlevé, pas même ce terrible jour d'hiver en 1972, quand mon monde s'est brisé en 1 million de morceaux. Je me souviens encore de ce jour, comme si c'était hier. L'air avait ce froid pénétrant dont les hivers bretons sont célèbres. La neige tombait régulièrement depuis l'aube, couvrant tout d'un manteau blanc immaculé les enfants. J'en avais 3 à l'époque. Jacques avait 10 ans, Rose, 8 hands. Et le petit Thomas n'avait que 5 ans. Ils étaient chez ma belle-sœur Marthe, construisant des bonhommes de neige et buvant du chocolat chaud. J'avais passé la matinée au marché d'hiver en ville où je vendais mes écharpes et moufles tricotées. À l'époque, chaque centime comptait. Robert, mon mari, travaillait à la scierie, mais avec 3 enfants en croissance et l'hypothèque sur notre petite maison à 2 chambres, nous avions besoin de chaque sou supplémentaire que nous pouvions rassembler. J'aimerais savoir d'où vous regardez ceci. Le monde est devenu tellement plus petit depuis que j'étais jeune. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous venez. Cela réchauffe ce vieux cœur de savoir que mon histoire atteint des gens bien au-delà de mon petit coin de Bretagne. Ce jour-là, je me souviens d'avoir été si fière en rentrant du marché. J'avais vendu jusqu'à la dernière paire de moufles et j'avais une belle liasse d'argent glissée dans la poche de mon manteau. Je pensais à comment je pourrais surprendre Robert avec une nouvelle thermos pour son panier repas. L'ancienne commençait à fuir et le pauvre homme avait du café froid avec son déjeuner. Notre maison n'avait rien d'extraordinaire selon les normes d'aujourd'hui. Une petite maison en bois blanc avec des volets bleus, en retrait de la route, avec 2 grands érables dans la cour avant. Mais c'était la nôtre et nous avions travaillé dur pour l'avoir. En remontant l'allée enneigée, j'ai remarqué le camion de Robert dans l'allée. C'était étrange. Il n'était pas censé rentrer de la scierie avant le soir. J'ai pensé qu'il ne se sentait peu, être pas bien. Il y avait une vilaine grippe qui circulait cet hiver-là et je m'inquiétais qu'il l'ait attrapé. Alors, j'ai pressé le pas à l'intérieur, tapant la neige de mes bottes sur la véranda. La maison était silencieuse quand je suis entrée, trop silencieuse. D'habitude, si Robert était à la maison, la radio jouait. Il aimait ses matchs de football et ses programmes d'actualité. Robert, ai-je appelé, déroulant mon écharpe de mon cou. Es-tu à la maison, chérie? Aucune réponse n'est venue, mais j'ai entendu un craquement à l'étage. Notre chambre, même maintenant, après toutes ces décennies, cette partie est difficile à raconter. Votre cœur sait des choses avant que votre esprit puisse les accepter. Le mien savait que quelque chose n'allait pas. Dès l'instant où j'ai mis les pieds dans cette maison,
Il y avait un parfum dans l'air qui n'était pas le mien, quelque chose de floral et lourd. Et il y avait 2 tasses de thé sur la table de la cuisine, l'une avec du rouge à lèvres sur le bord, un rouge vif. Je ne portais jamais de rouge. En montant ces escaliers, chaque marche semblait comme marcher vers ma propre exécution. Ma main tremblait alors que je tendais la main vers la poignée de la porte de notre chambre. Pendant un moment, je suis restée là, figée. Une partie de moi voulait faire demi-tour, redescendre, et prétendre que je n'étais jamais rentrée tôt, mais une autre partie, celle qui devait savoir, m'a poussée en avant. J'ai ouvert la porte. Il y a des moments dans la vie qui divisent tout en avant, et après, celui-ci était le mien. Là, dans notre lit, le même lit où notre plus jeune fils a été conçu, le même lit où nous avions passé des milliers de nuits côte à côte, était Robert, et avec lui, Sarah Moulin, ma meilleure amie depuis le lycée. Ils m'ont pas entendu au début. Je n'ai fait aucun bruit en restant là, les regardant chercher leurs vêtements à la hâte, regardant leur visage passer de la passion à la stupeur, puis à la honte. C'était comme regarder un film au cinéma, quelque chose qui arrivait à quelqu'un d'autre. Marguerite a finalement haleté Robert, tirant le drap sur lui. Je pensais que tu étais au marché jusqu'à 15 heures. Je me souviens à quel point cette déclaration semblait absurde, comme si le problème était mon emploi du temps, pas sa trahison. Sarah ne me regardait pas, elle gardait les yeux sur le sol, tout en boutonnant précipitamment son chemisier. Ma meilleure amie, la femme qui m'avait tenu la main à chacun de mes accouchements, la femme qui nous avait apporté des repas. Quand Robert s'était fait mal au dos 2 étés auparavant et n'avait pas pu travailler pendant 1 mois, la femme qui connaissait tous mes secrets, mes espoirs, mes peurs, je n'ai pas crié, je n'ai pas jeté des choses comme c'est les femmes dans les films. Je me suis simplement retournée et fermé la porte derrière moi et suis descendue dans la cuisine. Je me suis assise à la table, à côté de ces 2 tasses de thé, et j'ai regardé par la fenêtre la neige qui tombait. Sarah est partie sans dire au revoir. J'ai entendu la porte arrière se fermer, entendu sa voiture démarrer et s'éloigner. Robert est descendu environ 10 minutes plus tard, son visage cendré, les yeux rougis. « Madie !» a-t-il commencé, sa voix se brisant. Je ne sais pas quoi dire. De plus, combien de temps ai-je demandé, continuant à regarder par la fenêtre. Ma voix semblait étrange à mes propres oreilles, calme, détachée, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Ça n'a pas d'importance, a-t-il marmonné. Je me suis tournée pour le regarder. Alors, ça en a pour moi 6 mois. A-t-il finalement admis? Ça a commencé l'été dernier, quand tu as emmené les enfants chez ta mère pendant 2 semaines. 6 mois, une demi-année de mensonges, une demi-année à rire dans mon dos, de secrets partagés, de trahison. Les tout. Ai-je demandé? J'avais besoin de tout savoir d'un coup, comme arracher un pansement. Robert ne pouvait pas répondre au début. Il restait là, épaules affaissées, paraissant plus vieux que ses 36 ans. Yenessa espèce. A-t-il enfin dit? Je pense que je pourrais. On est
Ces mots coupaient plus profondément que tout le reste, pas la trahison physique, mais l'émotionnel, la pensée qu'il avait donnée son cœur, le cœur que je pensais m'appartenir à notre famille, à quelqu'un d'autre. Je faisais tourner mon alliance autour de mon doigt, une habitude nerveuse que j'avais développée au fil des années. J'avais tous les droits de l'enlever, de la lui jeter, de sortir par cette porte et de ne jamais regarder en arrière. C'est ce que ma mère aurait fait. C'est ce que toute femme respectable en 1972 aurait dû faire. Mais je ne l'ai pas fait. Vous vous demandez peut-être pourquoi je ne l'ai pas mis dehors sur le champ. Pourquoi je n'ai pas fait une scène? La vérité est compliquée. Nous avions 3 enfants qui adoraient leur père. Nous avions une hypothèque. En 1972, une femme divorcée avec 3 enfants avait peu de perspectives, mais c'était plus que des préoccupations pratiques qui ont gardé cet anneau à mon doigt en m'asseyant là dans notre cuisine avec la preuve de leur thé de l'après-midi et de l'infidélité devant moi. Robert ayant l'air d'un chien battu, j'ai réalisé quelque chose malgré tout, malgré la douleur qui commençait seulement à se faire sentir. Je l'aimais encore, 12 ans de mariage, de construction d'une vie ensemble, d'élever des enfants et de lutter pour joindre les deux bouts. On ne coupe pas ça comme un robinet. Et il y avait autre chose, quelque chose que j'ai remarqué alors qu'il se tenait là, attendant mon verdict. Robert toussait, pas juste en se raclant la gorge de nervosité, mais des tout profonds des rauques qui semblaient venir de son être même. Depuis combien de temps as-tu cette... Et je demandais, momentanément distraite de notre crise conjugale, il a balayé cela d'un geste. Quelques semaines, c'est Nestrien, Madge, juste la poussière à la scierie. Mais je connaissais mon mari, je l'avais vu perdre du poids, rentrer plus fatigué que d'habitude. J'avais attribué cela aux heures supplémentaires, au stress de subvenir aux besoins de notre famille pendant les mois d'hiver, où les factures de chauffage montaient en flèche. As-tu vu le docteur Mercier à ce sujet? Ai-je insisté? Je n'ai pas besoin d'un médecin pour une toux. Margaret, a-t-il répondu brusquement, puis il a immédiatement eu l'air contrit. Je suis désolée, j'ai pas le droit d'être brusque avec toi, pas aujourd'hui de tous les jours. Si vous trouvez quelque chose de précieux dans mon histoire, pourriez-vous appuyer sur ce bouton de pouce bleu? Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous serais tellement reconnaissante si vous le faisiez à mon âge. C'est une bénédiction de pouvoir partager ces leçons de vie avec vous tous, merveilleuses personnes. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Alors que Robert se tenait là dans notre cuisine, attendant que je lui dise de partir, de crier, de m'effondrer, il a recommencé à tousser. Cette fois, il ne pouvait pas s'arrêter. Il s'est plié en deux, s'agrippant au comptoir pour se stabiliser. Et quand il a retiré son mouchoir de sa bouche, j'ai vu ce qu'il m'avait caché. Du sang rouge vif contre le coton blanc. C'est alors que j'ai su que c'était pas juste une toux de la scierie, c'était quelque chose de bien pire. Ce moment dans notre cuisine, voyant le sang sur le mouchoir de Robert, et figé dans le temps pour moi,
c'est étrange comme fonctionne la vie. 1 minute, votre plus gros problème est la trahison de votre mari. Et la suivante, vous êtes terrifié à l'idée de le perdre pour toujours. Robert, ai-je chuchoté, me levant de ma chaise, depuis combien de temps tousses-tu du sang? Ses yeux ne rencontraient pas les miens. Quelques semaines? Semestrienne. Madge. Juste un mauvais rhume. Mais nous savions tous les deux que ce n'était pas rien. La couleur avait quitté son visage, et pas seulement à cause de la honte d'avoir été pris avec Sarah. Il y avait de la peur aussi, le genre de peur qu'un homme ressent quand son corps commence à le trahir. Nous allons chez le docteur Mercier maintenant, ai-je dit, attrapant déjà mon manteau que je venais d'enlever. Marguerite, s'il te plaît, a-t-il protesté. Nous devons parler de ce que tu as vu à l'étage. Je me souviens l'avoir regardé. Cet homme que j'aimais depuis mes 19 ans, cet homme qui venait de briser mon cœur et sentir quelque chose changer en moi. La trahison était toujours là, crue et douloureuse, mais quelque chose d'autre prenait le dessus. La seule chose dont nous devons parler maintenant, c'est de t'emmener chez un médecin. Et je dis fermement, tout ce qui se passe entre nous peut attendre. Il a essayé de discuter, mais une autre crise de tout l'a réduit au silence, celle-ci pire que la précédente. Je tenais son bras alors qu'il se pliait, tout son corps tremblant de l'effort. Quand cela passait, il m'a regardé avec des larmes dans les yeux. J'ai peur, Madge, est-il admis, sa voix à peine audible. À cet instant, il n'était pas mon mari infidèle, il était juste un homme effrayé, confronté à sa propre mortalité, et j'étais toujours sa femme. Yes, eyes, ai-je dit, j'ai peur aussi, mais nous affronterons cela ensemble. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit cela. Ciao, mesvenu naturellement, comme respirer. Peut être était-ce l'habitude, après 12 ans de mariage, peut être parce que je ne pouvais pas imaginer ne pas être à ses côtés quand quelque chose était si manifestement grave, ou peut être, au fond, savais-je déjà que ce qui allait venir serait plus grand que son aventure, plus grand que ma fierté blessée, plus grand que nous deux. Le cabinet du docteur Mercier était généralement fermé le samedi, mais il vivait au-dessus de son cabinet. Et je savais qu'il nous recevrait. Il avait accouché nos 3 enfants. À l'époque, les médecins faisaient partie de la communauté d'une manière qu'on trouve difficilement aujourd'hui. Il a jeté un œil à Robert, entendu la toux, vu le sang, et son visage est devenu sérieux. Il a écouté les poumons de Robert poser des questions sur les sueurs nocturnes. La perte de poids, la fatigue, toutes les choses que j'avais remarquées, mais que je n'avais pas reliées. Je veux vous envoyer à Vannes pour des tests, a finalement dit le docteur Mercier, retirant son stéthoscope. Il y a un spécialiste là-bas, le docteur Reinhardt. Je vais l'appeler maintenant. La salle d'attente était silencieuse. Pendant que le docteur Mercier sortait pour passer l'appel, Robert était assis, voûté, regardant ses mains. Je me tenais près de la fenêtre, regardant la neige s'accumuler dans la rue dehors. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, a-t-il dit enfin.
Ce qui s'est passé avec Sarah, c'était stupide, égoïste. Je n'ai pas détourné les yeux de la fenêtre. Pourquoi pourquoi ma meilleure amie? C'était la question qui brûlait dans mon esprit. Depuis que j'avais ouvert cette porte de chambre, parmi toutes les femmes de notre petite ville, pourquoi devait-ce être Sarah? Robert a soupiré. Elle était là. Quand tu as emmené les enfants chez ta mère l'été dernier, j'étais tellement seule. Sarah est passée avec un gratin, a dit qu'elle pensait que la cuisine maison pourrait me manquer. Nous avons commencé à parler. Elle semblait intéressée par moi, par ce que j'avais à dire. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas ressenti cela. J'ai été intéressée par toi chaque jour de notre mariage. Ai-je dit, ma voix tendue de colère et de douleur, je t'ai écouté, je t'ai soutenu, je t'ai aimé. Yesès a-t-il chuchoté, c'est ce qui rend les choses pires. J'avais tout devant moi. Et j'ai quand même regardé ailleurs. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Madje, je ne le mérite pas. Avant que je puisse répondre, le médecin est revenu. Le docteur Reinhard vous verra lundi matin. Il a libéré son emploi du temps. Je lui ai dit que c'est urgent. Le week-end s'est passé dans une étrange suspension. Robert a dormi dans la chambre d'amis. Les enfants sont rentrés à la maison, inconscients du bouleversement sismique qui s'était produit dans le mariage de leurs parents. J'ai préparé le dîner, aidé avec les devoirs, border les enfants. Toutes les routines normales de notre vie, tout en me sentant comme si je bougeais dans un brouillard épais les dimanches soirs, après que les enfants étaient endormis. Robert est venu me trouver dans la cuisine. Je faisais du pain, quelque chose que je faisais toujours quand j'avais besoin de réfléchir. Le pétrissage rythmique aidait à clarifier mon esprit. Marguerite a-t-elle dit, debout, dans l'embrasure de la porte, j'ai besoin de te dire quelque chose avant demain. J'ai continué à pétrir la pâte sans lever les yeux. Qu'est-ce que c'est? Si ce sont de mauvaises nouvelles, je veux que tu saches que je comprendrai. Si tu veux que je parte après ce que j'ai fait, tu ne me dois rien. J'ai enfin levé les yeux vers lui. Dans la douce lumière de la cuisine, je pouvais voir combien de poids il avait perdu. Le col de sa chemise pendait lâche autour de son cou et ses joues étaient creuses. Robert Wilson, et je dis de la farine saupoudrant mes mains alors que je les posais sur mes hanches. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Je ne sais pas ce que le médecin dira et je ne sais certainement pas ce qui va arriver à notre mariage, mais je sais une chose. Je ne prendrai aucune décision sur notre avenir tant que nous ne saurons pas à quoi nous faisons face. Est-ce que tu me comprends? Il a hoché la tête. Un petit sourire, touchant ses lèvres. Oui, madame, c'était le premier moment normal que nous avions eu depuis que j'avais ouvert cette porte de chambre. Le lundi matin s'est levé clair et d'un froid mordant. Nous sommes allés à Vannes en silence, tous deux perdus dans nos propres pensées. Le cabinet du spécialiste était dans un grand bâtiment en briques près de l'hôpital. Le docteur Reinhard était un homme grand et mince, avec des yeux bienveillants, derrière de épaisses lunettes. L'examen était approfondi. Analyses des sangs, radiographies, plus d'écoute des poumons de Robert.
des heures d'attente dans des salles stériles, feuilletant de vieux magazines, évitant les regards de l'autre. Enfin, le docteur Reinhardt nous a appelés tous les deux dans son bureau. Je n'oublierai jamais ces mots exacts. Monsieur Wilson, je crains que les radiographies montrent une masse significative dans votre poumon droit. Compte tenu de vos symptômes et de l'aspect sur la radiographie, je crois que nous faisons face à un cancer du poumon avancé. La pièce semblait basculer autour de moi. Cancer en 1972. Ce mot était pratiquement une condamnation à mort, surtout le cancer du poumon, surtout avancé. Quelles sont mes chances? A demandé Robert, sa voix étonnamment stable. Le docteur Reinhardt a retiré ses lunettes, les polissant avec son mouchoir, un geste que j'ai reconnu comme un moyen de gagner du temps pour formuler une vérité difficile. Sans traitement peut être 3 à 6 mois avec un traitement agressif, chirurgie, radiothérapie. Nous pourrions étendre cela à 1 an, peut être 2. Je ne vais pas vous mentir, Monsieur Wilson, le pronostic n'est pas bon. 1 an peut être 2. L'homme assis à côté de moi, le père de mes enfants, mon mari de dois preseciens, l'homme qui venait de me trahir de la manière la plus douloureuse possible, avait 12 à 24 mois à vivre au mieux. J'ai tendu la main vers celle de Robert. J'ai pas pensé, je ne l'ai pas planifié. Ma main a juste trouvé la sienne, nos doigts s'entrelaçant comme il l'avait fait des milliers de fois auparavant. Que faisons nous ensuite? Et je demandais au docteur Reinhardt, sentant la poigne de Robert se resserrer sur la mienne. Le trajet de retour était différent de l'aller. Robert regardait par la fenêtre, observant le paysage breton défiler. Je gardais les yeux sur la route, mon esprit bouillonnant de questions pratiques. Comment payerions-nous le traitement? Que dirions-nous aux enfants? Comment Robert continuerait-il à travailler à la scierie? Tu devrais appeler Sarah. Elle dit finalement, brisant le long silence. La tête de Robert s'est tournée brusquement vers moi. Quoi? Tu devrais appeler Sarah. Ai-je répété, lui parler du diagnostic, mettre fin aux choses correctement? Marguerite, je dis pas ça pour son bénéfice. Je je dis ça pour le tien. Et pour le mien, si nous allons combattre cela ensemble, et nous allons le combattre, Robert. Alors j'ai besoin de savoir que ce chapitre est clos, complètement clos. Ah, il a hoché la tête lentement. Il l'est déjà. Dès que j'ai vu le sang sur ce mouchoir, j'ai réalisé quel idiot j'avais été, risquant tout ce que nous avons construit pour quelque chose d'aussi insignifiant. J'ai gardé les yeux sur la route, mais je sentais les larmes menacées. Était insignifiant. Robert, tu as dit que tu pourrais l'aimer? Il est resté silencieux si longtemps que je pensais qu'il ne répondrait pas. Puis, doucement, j'étais confus. Madge, flatté par son attention. Mais c'était pas de l'amour. Ce que je ressens pour toi, c'est de l'amour. Rester à mes côtés aujourd'hui, tenir ma main quand le médecin a annoncé cette nouvelle. Après tout ce que j'ai fait pour te blesser, c'est de l'amour. J'ai arrêté la voiture sur le bord de la route.
incapable de voir à travers mes larmes. Toutes les émotions que j'avais retenues depuis le samedi ont déferlé, la trahison, la peur, l'incertitude de notre avenir. Robert a tendu la main vers moi, hésitant au début, puis m'a attiré dans ses bras à travers le siège avant de notre vieille Renault. Je ne veux pas mourir, Madge, a-t-il chuchoté dans mes cheveux. Je ne veux pas vous laisser, toi et les enfants. Je suis tellement désolée pour tout. Je l'ai tenu alors qu'il sanglotait, son corps tremblant contre le mien. Des roses, le soleil d'hiver se couchait, projetant de longues ombres sur les champs enneigés. Le monde était beau et terrible, tout à la fois, tout comme la vie, tout comme l'amour. Nous traverserons cela. Lui ai-je promis, ne sachant pas si c'était une promesse que je pouvais tenir un jour à la fois. Quand nous sommes enfin repartis sur la route, je sentais le poids de mon alliance sur mon doigt. Le même anneau que j'avais envisagé d'enlever juste 2 jours auparavant, Maintenant, il semblait être une ancre dans une mer agitée, un rappel des vœux que nous avions faits dans la maladie et la santé, pour le meilleur et pour le pire. Nous avions beaucoup de pire devant nous, mais en rentrant pour parler aux enfants de la maladie de leur père, je savais avec une certitude absolue que je n'enlèverais pas cet anneau de sitôt. Si vous êtes encore avec moi dans cette histoire, bénissez votre cœur. Cela signifie beaucoup que vous écoutiez. N'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton de pouce bleu si cela touche votre âme et abonnez-vous pour entendre ce qui s'est passé. Ensuite, j'aimerais savoir dans les commentaires si vous avez déjà dû faire un choix difficile concernant le pardon dans votre propre vie. Parler aux enfants de la maladie de leur père fut l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Nous les avons réunis dans le salon ce soir-là, les 300 ans que quelque chose n'allait pas dès l'instant où nous sommes entrés par la porte. Est-ce que papa a des ennemis? A demandé le petit Thomas, ses yeux bleus grands d'inquiétude. Je me souviens d'avoir échangé un regard avec Robert, me demandant comment expliquer le cancer à un enfant de 5 ans. Comment dit-on à des enfants que leur père pourrait ne pas les voir obtenir leur bac, assister à leur mariage, tenir leurs petits-enfants Jesus malade, mon petit, a finalement dit Robert, tirant Thomas sur ses genoux, le genre de maladie qui ne guérit pas vite, comme un rhume. Les médecins vont m'aider, mais je devrais aller à l'hôpital parfois. Vas-tu mourir? A demandé Rose sans détour. Ah, Ethan, elle était déjà si perspicace. J'ai vu Robert déglutir difficilement avant de répondre je vais me battre très fort pour ne pas, a-t-elle dit. Mais oui, c'est le genre de maladie qui peut faire mourir les gens si les médicaments ne fonctionnent pas. Voyez, Jacques, notre aîné à 10 ans, n'avait pas dit un mot. Il fixait juste son père, son visage est pâle, ses mains serrées en poing sur ses genoux. Ce n'est pas juste, a-t-il finalement chuchoté. Ce n'est pas juste. Il a fui la pièce, ses pas martelant les escaliers, la porte de sa chambre, claquant derrière lui. Robert a fait un geste pour le suivre, mais j'ai posé une main sur son bras. Laisse-moi, ai-je dit. J'ai trouvé Jacques face contre son lit, épaules secouées de sanglots, silencieux.
Je me suis assise à côté de lui, posant ma main sur son dos, sentant ses omoplates pointues à travers sa chemise en flanelle. Tu as raison, lui ai-je dit. Ce n'est pas juste, pas du tout. Il s'est retourné, son visage strié de larmes. Pourquoi papa? Pourquoi pas le papa de quelqu'un d'autre? Yenne ça espace, mon chéri, ai-je répondu honnêtement. Parfois, de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes et il n'y a aucune raison que nous puissions comprendre. Je déteste ça, a dit Jacques avec force. Je déteste le cancer, moi aussi. Aïché, acquiescé. Mais tu sais quoi? Ton papa est forte et il a quelque chose de très important pour lequel se battre. Vous trois et moi, cela lui donne une meilleure chance que la plupart. Je ne savais pas si c'était vrai, mais j'en avais besoin. Nous en avions tous besoin. Les mois suivants furent un tourbillon de visites à l'hôpital, de traitements et d'essayer de maintenir une certaine normalité pour les enfants. Robert a subi une chirurgie pour enlever une partie de son poumon droit, suivie de traitements par radiothérapie qui le laissaient faible, nauséeux et incapable de travailler. La Syrie a gardé son poste, mais sans son salaire, l'argent est devenu serré. J'ai pris des projets de tricot supplémentaires, vendant mes articles dans des boutiques jusqu'à Lorient. J'ai aussi commencé à travailler le soir au café Hartley, servant des tables. Après que les enfants étaient couchés, la mère de Robert venait rester avec eux, s'asseyant dans notre salon, tricotante et écoutant la radio pendant que les enfants dormaient à l'étage une nuit en avril. Environ 3 mois après le diagnostic de Robert, je suis rentrée du café pour trouver ma belle-mère endormie dans le fauteuil. La radio jouait encore doucement. Je l'ai réveillée doucement et renvoyée chez elle. Puis je suis montée vérifier sur Robert. Il était éveillé, assis dans le lit, avec un carnet sur les genoux, la lampe de chevet projetant une douce lueur autour de la pièce. Nous étions revenus dans la même chambre, environ 1 mois après son diagnostic. Aucun de nous n'avait mentionné Sarah à nouveau après son appel à elle le jour du diagnostic. Certaines blessures guérissent sans être trop discutées, ai-je découvert. Que fais-tu debout si tard? Et je demandais, m'asseyant au bord du lit. Il m'a montré le carnet. Il était rempli de lettres, une adressée à chacun des enfants à différents âges. Selio, Sheba, Archie, jour de mariage. Et une adressée à moi, Aucas ou a-t-il simplement J'aille senti ma gorge se serrer. Tu ne vas nous le part, Robert Wilson. Pas si je peux l'empêcher, a-t-il acquiescé. Mais si le pire arrive, je veux qu'il sache ce que j'aurais dit. Si j'avais été là, j'ai regardé les pages, son écriture familière, couvrant le papier ligné, mon grand bûcheron de mari se préparant à un avenir qu'il pourrait ne pas voir. Lis la mienne, a-t-il demandé, tendant une enveloppe scellée. J'ai secoué la tête. Pas encore. Ai-je dit? Pas avant. Je ne pouvais pas finir la phrase. Il a hoché la tête, comprenant ce que je ne pouvais pas dire. Pas avant que tu ne sois parti. Comment était le travail? A-t-il demandé, changeant de sujet. J'ai enlevé mes chaussures avec un grognement.
chargé, une convention en ville a rempli, le Hartley a craqué. Bon, pour les pourboires. Cependant, j'ai sorti une liasse de billets de la poche de mon uniforme et les ai comptés 37 € ce soir. Tu ne devrais pas avoir à faire ça. Madge, dit Robert, son visage marqué par la culpabilité, travailler toute la journée et la moitié de la nuit. Tu es épuisé. J'ai penché et embrassé son front. Toi aussi, et tu combats un cancer. Je pense que je peux gérer quelques assiettes de pain de viande, mais la vérité était, j'étais épuisée jusqu'aux os, lasse dans l'âme. Entreprendre soin de Robert, travailler 2 emplois, et essayer d'être à la fois mère et père pour les enfants pendant que leur papa était malade. J'étais à bout. Les dimanches suivants, après l'église, quelque chose d'inattendu s'est produit. Nous avions recommencé à assister au service après le diagnostic de Robert, trouvant du réconfort dans la communauté et les rituels, sinon toujours dans la théologie. Le pasteur Simon venait de terminer son sermon. Quand il a demandé à la congrégation de rester assise un moment, comme beaucoup d'entre vous le savent, notre frère Robert Wilson lutte contre le cancer depuis ces derniers mois. A-t-il dit, la famille Wilson a été un exemple pour nous tous de grâce sous pression, 2 fois dans les temps difficiles, mais ils ont besoin de notre aide. J'ai senti Robert se raidir à côté de moi. Il avait toujours été fier, jamais du genre à accepter la charité. Nous avons organisé un roulement de travaux, a continué le pasteur Simon. Les hommes de l'Église se relaieront pour aider avec les réparations autour de la maison et du jardin des Wilson. Les femmes ont organisé un calendrier de repas pour que Marguerite n'ait pas à cuisiner après ses longues heures de travail. J'ai senti des larmes monter à mes yeux alors qu'il continuait, décrivant comment les classes d'école du dimanche avaient collecté de l'argent pour aider avec les factures médicales, comment le groupe de jeunes s'était porté volontaire pour garder nos enfants quand nécessaire. C'est ce que signifie la communauté, a conclu le pasteur Simon. Porter les fardeaux les uns des autres. Les Wilson ont porté ce fardeau seuls trop longtemps. Il est temps que nous le portions avec eux. Après le service, les gens nous ont entourés, offrant des câlins, des poignées de main, des mots d'encouragement. Madame Perrault m'a pressé un gratin dans les mains. Monsieur Jacques a dit à Robert qu'il passerait mardi pour réparer le toit qui fuyait, que nous n'avions ni le temps ni l'argent de régler en rentrant chez nous. Robert était silencieux, regardant par la fenêtre. Ça va? Ai-je demandé, prenant sa main à travers le siège. Je n'ai jamais pensé. A-t-il commencé? Sa voix épaisse d'émotion. Je n'ai jamais pensé que les gens se rallieraient autour de nous comme ça. Après ce que j'ai fait, ils ne savent pas pour Sarah. Robert, mais toi, tu sais, a-t-il dit, se tournant pour me regarder, et tu es toujours là, toujours à combattre à mes côtés. Je ne te mérite pas, Madge, peut être pas, et je dis avec un petit sourire, mais tu es coincé avec moi quand même. Le soutien de la communauté a fait une différence énorme dans les mois qui ont suivi. L'aide pratique était inestimable, mais encore plus précieux était le savoir que nous n'étions pas seuls.
Le fardeau émotionnel s'est allégé, partagé entre plusieurs épaules plutôt que juste les miennes. En été, Robert avait fini ses traitements par radiothérapie. Les médecins étaient prudemment optimistes. La tumeur avait considérablement réduit, il était encore faible. Encore trop maigre. Mais il y avait de la couleur dans ses joues à nouveau. Et il pouvait jouer avec les enfants pendant de courtes périodes, sans s'essouffler. Juillet a apporté une vague de chaleur qui a poussé tout le monde en Bretagne à chercher de l'ombre et de l'eau fraîche. Nous avons emmené les enfants au lac de Guerlédan un dimanche après l'église, étendant notre couverture de pique-nique sous un énorme érable près du rivage. J'ai regardé Robert entrer dans l'eau peu profonde avec Thomas, tenant les mains de notre plus jeune fils, alors qu'il sautait par-dessus de petites vagues. Rose construisait un château de sable, élaboré à proximité, sa langue, coincée entre ses dents, dans une concentration intense. Jacques, toujours l'aventurier, nageait plus loin, appelant occasionnellement son père pour regarder ses plongeons. Il y a un an. Cette scène aurait été ordinaire, juste une autre sortie familiale par un jour d'été chaud. Maintenant, elle semblait un miracle, chaque moment précieux, chaque rire un cadeau. En déballant notre déjeuner de pique-nique, j'ai remarqué Sarah marchant le long de la plage avec son mari, François. Ils vivaient dans la ville voisine, mais je ne l'avais pas vue depuis ce jour d'hiver, où elle s'était enfuie de notre maison. Elle nous a repérés, s'est figée un instant, puis a changé de direction, éloignant François de notre coin de plage. Robert, remontant de l'eau avec Thomas, a suivi mon regard et il a vu aussi une ombre à traverser son visage. Elle n'est pas beaucoup revenue en ville, ai-je dit, alors que il s'asseyait à côté de moi sur la couverture. Sa mère dit qu'elle passe la plupart des week-ends avec sa sœur en Normandie. Robert a hoché la tête, regardant Sarah disparaître autour d'un tournant du rivage. Ça va? De la voir, je veux dire, j'ai considéré la question sérieusement. Étais-je d'accord? Voir Sarah, était-il encore comme un couteau tournant dans mes entrailles? Jem et Faïs, ai-je répondu honnêtement. Certains jours, je suis en colère. Certains jours, je suis triste. Mais la plupart des jours, je suis juste reconnaissante. Reconnaissante? A-t-il demandé, surprise, reconnaissante que nous soyons ici ensemble, que tu te sentes mieux, que les enfants soient heureux. Je l'ai regardé fixement. Ce qui s'est passé avec Sarah a presque brisé notre couple, mais ensuite le cancer est arrivé et nous a donné une perspective, aussi terrible que cela puisse paraître. Il a pris ma main, ses doigts, s'entrelçant avec les miens. Je te promets, Madge, si je passe à travers ça, quand je passerai à travers ça, je passerai chaque jour à me rattraper auprès de toi. Tu le fais déjà. Lui ai-je dit. Et je le pensais, cette nuit-là, après que les enfants étaient endormis, Robert et moi, nous sommes assis sur la balançoire de la véranda, regardant les lucioles clignoter dans l'obscurité grandissante. L'air était encore chaud, lourd du parfum des fleurs d'été et de l'herbe fraîchement coupée. Te souviens-tu de cette nuit au bal de la moisson,
a soudain demandé Robert quand nous avions 17 ans. J'ai souri au souvenir quand tu as enfin trouvé le courage de m'inviter à danser après m'avoir regardé toute la nuit. Hilary, j'étais terrifiée que tu dises non. J'ai presque dit non à je admis. Nancy Bisset m'avait dit que tu avais embrassé Marie Simon derrière le gymnase la semaine précédente. The mice, a protesté Robert. Marie aurait aimé que je l'ai fait, mais mon cœur était fixé sur toi depuis le premier jour de la seconde. Quand j'ai reposé ma tête sur son épaule, me souvenant combien nous étions jeunes, pleins de rêves et de projets. Nous avons eu une belle vie, n'est-ce pas? Malgré tout, la meilleure, a-t-il acquiescé doucement, et ce n'est pas fini. Madge, pas de loin. Je voulais tellement le croire. Les médecins étaient prudemment optimistes, oui, mais ils avaient aussi été clairs que le type de cancer de Robert avait un taux de récidive élevé, même s'il était en rémission maintenant. L'épée de Damoclès pendait encore au-dessus de nos têtes. Mais cette nuit-là, nous balançant doucement sur notre véranda, les lucioles dansant dans l'obscurité estivale, j'ai choisi l'espoir. J'ai choisi de croire en plus d'été, plus de danse, plus d'années ensemble. J'ai choisi de croire que parfois, juste parfois, l'amour pouvait vraiment tout conquérir. Oh mon Dieu, j'ai parlé pendant un bon moment. Maintenant, n'est-ce pas? Si vous êtes encore avec moi, j'apprécie votre patience. N'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton de pouce bleu si mon histoire a touché votre cœur. Et abonnez-vous pour entendre comment tout s'est terminé. J'aimerais savoir dans les commentaires si vous avez déjà vécu la gentillesse d'une communauté pendant vos moments les plus sombres. Parfois, ce sont ces moments qui restaurent notre foi en l'humanité. N'est-ce pas? Août a apporté le contrôle de 6 mois de Robert. Je me souviens de la tension dans la voiture alors que nous roulions vers Vannes, tous deux silencieux, perdus dans nos propres pensées. Les scies planaient entre nous comme des nuages d'orage. Et si le cancer était revenu? Et si la brève rémission que nous vivions n'était que cela, brève, quoi qu'il arrive, a dit Robert, alors que nous nous garions sur le parking de l'hôpital. Ces derniers mois ont été un cadeau, toi et les enfants. Vous avez été ma raison de me battre. J'ai tendu la main à travers le siège et serré sa main, et nous n'avons pas fini de nous battre. Le cabinet du docteur Ranard n'avait pas changé. Même mur beige, même chaise inconfortable, même vieux magazine. Mais cette fois, les nouvelles étaient différentes. Les radiographies ont l'air bonnes. Monsieur Wilson, a dit le docteur Reinhardt, un rare sourire traversant son visage alors qu'il accrochait les films à la planche lumineuse. Je ne vois aucune trace de la tumeur. Vos analyses de sang sont aussi encourageantes. Je me suis sentie étourdie de soulagement, ma main trouvant le bras de Robert pour me stabiliser. Alors, je suis guérie, a demandé Robert. Savoix prudente, craignant d'espérer trop. Le sourire du docteur Reinhardt s'est légèrement atténué. Je n'utiliserai pas ce mot encore. Avec le cancer du poumon, nous voulons généralement voir 5 ans sans récidive
avant de parler de guérison, mais ce sont de très bonnes nouvelles. J'aimerais vous revoir dans 3 mois pour une autre série de radiographies. Plutôt si vous ressentez des symptômes comme la toux, des douleurs thoraciques ou l'essoufflement. Oui, 3 mois, une rémission, une chance de respirer en quittant l'hôpital. Le soleil d'été tardif semblait plus lumineux, le monde plus vibrant. Nous nous sommes arrêtés dans un café pour le déjeuner. Une petite célébration nous offrant des hamburgers et des milkshakes au chocolat. Je veux retourner travailler. Adit Robot, remuant son milkshake avec la longue cuillère en argent. Le docteur Reynard dit que je peux commencer avec des tâches légères. Monsieur Perrault à la scierie dit qu'il pouvait m'utiliser au bureau jusqu'à ce que je sois assez fort pour des quarts réguliers. J'ai étudié son visage encore plus mince qu'avant, mais avec une couleur saine dans les joues, de la vie dans les yeux. Es-tu sûr d'être prêt? Il a hoché la tête fermement. J'ai besoin de subvenir à nouveau aux besoins de ma famille. Madge, tu nous as portés trop longtemps. Nous nous sommes portés mutuellement. L'ai-je corrigé? Le regard qu'il m'a donné alors était si plein d'amour et de gratitude qu'il m'a presque coupé le souffle. Oui, a-t-il acquiescé doucement. C'est vrai. Fin septembre a vu nos vies s'installer dans une nouvelle routine. Robert travaillant à temps partiel au bureau de la scierie, moi continuant au café 3 soirs par semaine, non pas parce que nous avions besoin de l'argent aussi désespérément maintenant, mais parce que j'avais grandi à aimer le travail et l'indépendance qu'il me donnait. Les enfants de retour à l'école, grandissant et s'épanouissant malgré l'ombre qui avait plané sur notre famille. Un soir de fin septembre, je suis rentrée du café pour trouver la maison inhabituellement silencieuse, pas de radio jouant, pas de voix d'enfant, juste le silence. Robert, et j'appelais, une lueur de panique montant dans ma poitrine. Les enfants de Madge, est venue la voix de Robert depuis la cour arrière. Je suis passée par la cuisine et ai ouvert la porte arrière pour trouver notre cour transformée. Des guirlandes lumineuses blanches de Noël avaient été tendues entre les arbres brillants, doucement, dans le crépuscule grandissant. Une petite table se tenait au centre de la cour, dressée pour deux avec notre belle vaisselle, celle de notre mariage réservée aux occasions spéciales. Robert se tenait à côté, vêtu de son costume du dimanche, cheveux soigneusement peignés. Dans ses mains, il y avait une petite boîte enveloppée de papier argenté. Qu'est-ce que tout cela? Ai-je demandé, entrant dans la cour dans mon uniforme de café, soudain consciente de la tache de café sur mon tablier. Un anniversaire? A dit Robert. In quelque sorte, j'ai fait le calcul mental rapidement. Notre anniversaire de mariage était en avril. Les anniversaires des enfants étaient dispersés dans l'année. Quel anniversaire? Cela fait exactement 7 mois depuis le jour où tu m'as trouvé avec Sarah. A-t-il dit doucement, 7 mois depuis que tu avais toutes les raisons de me mettre dehors, d'enlever cet anneau. Et 7 mois depuis que tu as choisi de rester à mes côtés, même quand je ne le méritais pas. J'ai senti des larmes monter à mes yeux. Robert, les enfants sont chez ma mère pour la nuit. A-t-il continué? Je voulais que nous ayons cette soirée ensemble
pour célébrer le fait que je suis encore là, que nous sommes encore là ensemble. Il m'a tendu la boîte argentée, purtoi à l'intérieur, il y avait une chaîne en argent délicate et sur elle, un petit pendentif en forme de cœur, serti de minuscules diamants qui captaient la lumière des guirlandes lumineuses accrochées au-dessus de nous. C'est pas grand-chose. Dit Robert, presque en s'excusant, j'ai économisé sur mes salaires. Je voulais te donner quelque chose pour te montrer. Je l'ai fait taire avec un baiser, le pendentif serré dans ma main. Quand nous nous sommes enfin séparés, tous deux, un peu essoufflés, j'ai chuchoté, c'est magnifique. Mais tu n'avais pas besoin de me donner quoi que ce soit. Je le voulais, a-t-il insisté, prenant le collier et passant derrière moi pour l'attacher autour de mon cou. Je voulais quelque chose qui te rappellerait chaque jour combien je t'aime, combien je suis reconnaissant pour ton pardon. Alors que ses doigts frôlaient mon cou, fermant le fermoir, j'ai fermé les yeux. Je ne suis pas restée parce que je suis une sainte, Robert. Je suis restée parce que je t'aime, parce que dans 50 ans, je veux être assise sur cette balançoire de véranda avec toi, regardant nos petits-enfants jouer dans cette cour. Namuyens, a-t-il répété, revenant face à moi. J'aime le son de ça. Quand l'autre, il m'a tendu la main. Puis-je avoir cette danse? Madame Wilson, il n'y avait pas de musique, mais ça n'avait pas d'importance. Nous avons dansé ensemble sous les étoiles et les lumières scintillantes, l'odeur des feuilles d'automne dans l'air, nous tenant près l'un de l'autre. Je pense sans cesse à ce jour, a dit Robert après un moment, sa joue reposant contre mes cheveux. Comment tout aurait été différent si tu n'étais pas rentré tôt. Je me suis reculée pour le regarder. Que veux-tu dire? Si tu ne m'avais pas surpris avec Sarah, je n'aurais peut-être jamais été voir le médecin quand j'ai commencé à tousser du sang. J'aurais pu être continué à le cacher, à prétendre que j'allais bien jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Sa voix s'est légèrement brisée. Ton retour à la maison ce jour-là, Madge, a pu être sauvé ma vie. Kraï, j'y avais jamais pensé de cette façon. Le pire jour de ma vie, entrant sur la trahison de mon mari, aurait pu être la chose qui l'a sauvé. Parfois, les pires moments nous mènent là où nous devons être Dieu dit pensivement. Si tu n'étais pas tombé malade, nous n'aurions peut-être pas retrouvé notre chemin l'un vers l'autre. Après ce qui s'est passé, j'aurais trouvé un moyen, a dit Robert Firmament. Cancer ou pas cancer, j'aurais combattu pour toi. Pour nous, ça aurait juste pris plus de temps pour que tu me fasses à nouveau confiance. Je te fais confiance et je réalisais en le disant, je te fais vraiment confiance. Et c'était vrai, la douleur de sa trahison était toujours là. Une cicatrice plutôt qu'une blessure ouverte maintenant, mais la confiance était revenue, pas la confiance aveugle et sans question de notre début de mariage, mais quelque chose de plus profond, trempé par le feu, plus fort pour avoir été brisé et réparé. Nous avons dansé jusqu'à ce que la nuit devienne fraîche. Puis nous sommes rentrés dans la chaleur de notre maison, la maison que nous avions construite ensemble à travers les bons et les mauvais moments. Cette nuit-là, pour la première fois depuis son diagnostic, nous avons fait l'amour sans l'ombre de la mort planant au-dessus de nous, sans la peur que chaque contact pourrait être le dernier. Après, allongé
dans la lumière de la lune qui filtrait par la fenêtre de notre chambre. J'ai posé la question qui était dans un coin de mon esprit depuis des mois. Si tu pouvais revenir en arrière, changerais tout, ça, pas l'aventure. Ai-je clarifié rapidement? Les cancers. Changerais-tu le fait d'être tombé malade si tu pouvais? Robert est resté silencieux si longtemps que j'ai pensé qu'il s'était peu être endormi. Enfin, il s'est tourné pour me faire face. Son expression réfléchie, ça semble faux, mais non, je ne pense pas que je le ferai, a-t-il dit lentement. Avant d'être malade, je prenais tout pour acquis. Toi, les enfants, ma santé, ma vie. J'étais en sommeil. Ma Dieu, l'aventure avec Sarah était un symptôme de cela. Je cherchais quelque chose pour me faire sentir vivant parce que je réalisais pas à quel point ce que j'avais déjà été précieux. Il a tracé ma joue avec son doigt. Le cancer m'a réveillée, m'a fait voir ce qui compte vraiment, m'a fait apprécier chaque lever de soleil, chaque moment avec les enfants, chaque sourire de toi. Si c'est ce qu'il a fallu pour me sortir de ma complaisance, alors je ne peux pas le regretter. J'ai compris ce qu'il voulait dire, bien qu'il semblait impossible que quelque chose de bon puisse venir d'une telle obscurité. Pourtant, nous étions là, notre mariage plus fort, notre amour plus profond, notre appréciation de la vie plus aiguë à cause de ce que nous avions traversé. Les mois passaient. Les contrôles de Robert continuaient à apporter de bonnes nouvelles. Il a retrouvé ses forces. Revenant finalement à des tâches complètes à la scierie, j'ai gardé mon emploi au café, découvrant un talent pour la gestion qui a conduit à une promotion au poste de gérante adjointe au printemps 1973. Les enfants s'épanouissaient. Jacques a rejoint l'équipe de football. Rose a découvert une passion pour la peinture et le petit Thomas a commencé la maternelle, portant fièrement sa boîte à déjeuner avec des cow-boys dessus. La vie continuait comme elle le fait, avec ses hauts et ses bas, ses miracles ordinaires et ses défis quotidiens. Nous n'avons jamais oublié à quel point nous étions passés près de tout perdre, à la fois par l'infidélité de Robert et par sa maladie. Cette connaissance nous rendait plus conscients de nourrir notre mariage, de ne pas nous prendre pour acquis. Nous avons instauré des soirées de rendez-vous hebdomadaires, même si c'était juste partager une cafetière à la table de la cuisine après que les enfants étaient couchés. Nous avons appris à parler des choses difficiles avant qu'elles ne s'enveniment. Nous pardonnions les petites défaillances de l'autre et célébrions les victoires de l'autre, peu importe leur modestie. Et à travers tout cela, je n'ai jamais enlevé mon alliance. La simple bande d'or qui avait failli être enlevée ce jour d'hiver en 1972, elle est restée à mon doigt à travers les jours sombres du traitement de Robert, à travers la lente reconstruction de la confiance, à travers les années de rémission qui ont suivi. Elle est toujours là aujourd'hui, usée par près de 5 décennies de port, tout comme l'amour qu'elle représente a été adouci par le temps. Renforcée par les défis surmontés ensemble, Robert et moi avons célébré notre 50e anniversaire de mariage il y a 8 ans, entourés de nos enfants, petits-enfants
et même 2 arrière-petits-enfants, le cancer n'est jamais revenu. Les médecins l'ont appelé un miracle. Nous l'avons appelé un cadeau. Sarah a déménagé de Bretagne en 1974. J'ai entendu qu'elle a divorcé de François et s'est remariée quelques années plus tard. J'espère qu'elle a trouvé le bonheur